Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à la Défense, dans la tour de l'Arche de la Défense. C'est ma première, à titre perso, je ne suis jamais monté dans l'Arche de la Défense. Voilà, il faut bien commencer un jour. Et on va partir du côté du Future of Work avec une invitée aujourd'hui qui vit cette transformation de l'intérieur. Anissa Moumou, qui est la DRH du groupe freelance.com. Bonjour Anissa. Bonjour Florent. Merci pour ton accueil. Merci d'avoir accepté cet échange. Merci à toi. On va échanger ensemble. Toi, tu es DRH. Tes convictions, c'est que c'est plus un métier de gestion, c'est un métier de sens. Tu l'as effectivement très très bien compris. Et chez freelance.com, tu nous expliqueras d'ailleurs qui est freelance.com. Tu construis une culture commune dans un écosystème qui est en mouvement entre des salariés, des freelances et vos entreprises partenaires, avec un défi du coup qui est de rassembler, qui est de fédérer, de redonner du collectif dans un modèle où les talents sont, pour certains en tout cas, de plus en plus indépendants, avec même le statut d'indépendant. Donc on va parler avec toi d'engagement, d'identité d'entreprise, de transformation bien sûr, et puis de la manière dont les RH et dont toi et ton équipe, je ne sais pas combien vous êtes dans l'équipe, mais tu nous raconteras tout ça, peuvent rester aujourd'hui le cœur battant de votre organisation, même dans un monde qui devient effectivement fragmenté. Alors avant toute chose, avant de se plonger dans ces transformations, prenons un petit peu de recul et puis j'aimerais un peu mieux te connaître, et je pense que je ne suis pas le seul. Qu'est-ce qui t'a amené vers les RH ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne encore aujourd'hui dans cette fonction ? C'est assez large, mais raconte-nous un petit peu ton histoire. Ok, très bien. Donc, concernant mon histoire, moi, à la base, j'ai fait des études de sociologie. À l'époque, j'étais intéressée par l'étude de l'homme dans la société. Très passionnant, sauf qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que ce n'est pas forcément ce qui va t'aider à t'insérer facilement sur le marché du travail. Donc, je me suis posée, j'ai réfléchi et je me suis dit, l'étude de l'homme, c'est bien, et en entreprise, c'est peut-être mieux. Et du coup, c'est ce qui m'a amenée vers les ressources humaines. Donc, j'ai fait mon petit master en ressources humaines. D'accord. Donc là, tu as été au bout des études, mais avec un diplôme RH. Voilà, c'est ça, Okay. Diplôme RH classique. Et ensuite, forcément, comme tu le sais, côté ressources humaines, tu as plusieurs spécialités. Donc, tu as le recrutement, tu as la formation, tu as l'administration du personnel, tu as la paye. Donc, l'idée, c'est de choisir une spécialité. Et je me suis dit, il fallait que je trouve une spécialité qui colle avec ma personnalité, qui est assez dynamique, beaucoup dans l'écoute. J'aime bien l'humain, j'aime bien échanger avec les personnes. Et à ce moment-là, pour moi, c'était l'évidence, c'est d'aller dans le recrutement. Okay. Et du coup, ce qui marchait très bien à l'époque, c'était les cabinets de recrutement. C'est là où on se disait, si tu veux être hyper bien formé côté recrutement, il faut que tu ailles en cabinet, tout en gardant à l'esprit que forcément, tu feras du recrutement, mais tu seras aussi commercial parce que l'idée, c'est de développer un portefeuille client. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai adoré parce que le recrutement, je pense que tu connais tout comme moi, c'est échange beaucoup avec des candidats. Donc, tu apprends à découvrir des personnes. Tu apprends aussi à découvrir différents environnements parce que tu as des rendez-vous clients où tu rencontres des directeurs administratifs et financiers, des directeurs généraux de tout plein d'entreprises. Donc, c'était hyper passionnant. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans, presque 4 ans.
Et est-ce que je peux t'interrompre sur la Oui. partie commerciale, parce que tu n'étais pas formé au commercial Pas du après un master en RH, en général, pas trop. Non, pas du C'est tout. quelque chose qui t'a plu? Oui. Ok. Alors, ce qui est intéressant du coup quand tu vas en cabinet de recrutement, c'est que tu as une formation très poussée quand tu arrives. Pendant le premier mois, c'est qu'on te donne toutes les techniques de prospection. On te forme aussi aux entretiens. Et vraiment, je le recommande pour toutes les personnes qui souhaitent découvrir le recrutement. Passer par le cabinet, c'est ce qu'il y a de plus formateur. Et donc oui, je me suis découverte une petite passion commerciale dans le sens où j'ai un relationnel qui est plutôt facile. Donc l'idée, c'était surtout d'échanger. Quand tu fais de la prospection, c'est d'échanger avec tes prospects, de rebondir un petit peu sur ce qu'ils vont te dire. C'est comme ça que tu crées du lien et petit à petit, tu arrives du coup à développer ton portefeuille. Et donc l'avantage du coup des cabinets de recrutement, comme je te disais, c'est hyper formateur, sauf que tu vois très rapidement les limites dans les relations humaines que tu construis avec tes candidats. Ce qui veut dire que au bout de 4 ans, tu te dis j'ai recruté pas mal de personnes, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que deviennent ces personnes, je ne sais pas comment elles se développent dans l'entreprise, comment était l'onboarding, où en sont ces personnes-là. Il y avait tout cet aspect-là que je ne connaissais pas et que j'avais envie de connaître, et tu le connais que si tu passes de l'autre côté, c'est-à-dire en entreprise, dans un service ressources humaines, où l'objectif justement c'est d'accompagner le collaborateur de A à Z. Donc je me suis beaucoup posée et je me suis dit il est temps pour moi de passer en entreprise. Et à ce moment-là, tu ne sais pas encore ce qui va t'intéresser en termes d'environnement. Est-ce que c'est la start-up? Est-ce que c'est la PME? Est-ce que c'est le grand groupe? Tu vois, tu te poses beaucoup de questions parce que forcément, différents environnements, c'est différentes manières de travailler. Tu as des environnements où il y a plus de flexibilité, où tu vas être capable de pouvoir prendre des initiatives, et d'autres environnements qui sont hyper processés, structurés. On se disait tout à l'heure, ce que tu retrouves dans les grands groupes. Donc, je me suis dit... vu ma personnalité, vu que je viens d'un cabinet, pour commencer, il vaut mieux aller dans la petite start-up où tu sais que tu vas t'éclater. Et si ça te plaît, tu restes. Et si ça ne te plaît pas, tu verras autre chose. Et c'est là où tu verras le lien justement avec freelance.com, où on est toujours dans cet état d'esprit assez flexible, où tu t'enfermes pas, tu vois, dans un CDI. Tu comprendras pourquoi ça colle du coup avec ma perso. Et donc juste après, j'ai été recrutée en tant que responsable du recrutement pour une petite start-up. C'était un groupe allemand qui souhaitait se développer en France. Donc, ils avaient créé une start-up en France qui était spécialisée dans la photo professionnelle de nouveau-nés. Ce qui est pas encore... C'est une niche. C'est clairement une niche, c'est pas du tout développé. Et pour être honnête avec toi, quand j'ai été chassée, je connaissais pas du tout ce secteur d'activité. Donc, hyper passionnant parce que là, tu partais de zéro. C'était vraiment la start-up, c'est-à-dire qu'au départ, on était 4 personnes. Et donc, on était dans un espace de coworking. Donc, c'est vraiment la start-up où tu es là au tout début. Et l'idée, c'était... donc, tu recrutais tout le monde, là, tout type de profil. Exactement, tout type de profil. Et je devais recruter des photographes professionnels qui allaient dans les maternités pour faire, du coup, ces photographies-là de nouveau-nés. Donc, il y avait toute une mise en scène qui faisait que ça faisait une photo hyper pro. Et l'idée, c'était côté commercial. Donc, tu avais le responsable commercial qui devait trouver ces maternités et développer des contrats avec eux. Et ensuite, moi, je recrutais les photographes qui allaient, du coup, passer en maternité et réaliser ces photos-là, tout en recrutant aussi pour l'équipe en interne. Et donc, les photographes, eux, étaient indépendants? C'était des profils indépendants. Donc déjà, tu avais des recrutements d'indépendants et des recrutements de CDI. Exactement, CDI pour l'interne et des recrutements d'indépendants, tu vois, avec une population qui est assez volatile. Et du coup, même la manière de gérer cette population est complètement différente. Et c'était hyper intéressant pour le coup. Sauf que malheureusement, j'ai vu aussi les limites de ce modèle où on n'arrivait pas forcément à se développer. Donc je savais très bien que... Et pourtant, l'idée était hyper intéressante et ça marchait hyper bien en Allemagne. Mais en France, c'était un peu plus compliqué. Ça ne se développait pas. Toutefois, c'était vraiment une expérience hyper intéressante parce que j'étais amenée à tout créer de A à Z, c'est-à-dire penser les process de recrutement, accompagner les collaborateurs qui étaient recrutés. Et donc, à la suite de cette expérience, j'ai découvert le grand groupe où du coup, j'étais Talent Acquisition Manager pour un grand groupe qui s'appelle Valeo. Oui. Une belle société, très grand groupe. Donc, tu vois la différence avec expérience très intéressante. Donc là, j'avais été recrutée dans le cadre d'un remplacement congé maternité, ce qui m'allait très bien parce que comme je ne connaissais pas le grand groupe, je voulais d'abord savoir si c'était un environnement qui pouvait coller avec ce que je recherchais. Et effectivement, j'ai vu de mon côté les limites un peu du grand groupe pour ma personnalité, dans le sens où c'est très processé, très structuré, et tu n'as pas forcément cette possibilité de pouvoir un peu t'éclater, proposer des choses, prendre des initiatives. Ça restait très limité. Donc très formateur aussi, mais qui ne correspondait pas forcément à mes attentes. Et c'est là où j'ai compris que ce qui m'allait, c'était l'entre-deux.
C'est-à-dire pas la start-up, pas le grand groupe, mais la PME. Et à partir de là, du coup, je suis passée dans une PME où je me suis amusée pendant 4 ans dans un environnement international où l'idée, c'était de recruter pour la France, pour le Brésil, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre. Hyper intéressant. Et au bout d'un certain moment, donc freelance.com est venu à moi, j'ai été chassée. J'ai trouvé le modèle hyper intéressant. C'était novateur, je ne connaissais pas et forcément, ça a attiré mon attention. Et donc, je suis entrée chez freelance.com et j'y suis depuis. Tu es rentrée en tant que DRH directement? Non, justement, je vais te raconter un petit peu mon histoire ici parce que ça a aussi influencé la stratégie RH que j'ai souhaité mettre en place par la suite. Initialement, j'ai été recrutée en tant que responsable du recrutement et de la formation. Et donc, très intéressant, du coup, tu recrutes. C'était logique par rapport à ta suite, ton histoire. Exactement. Très orientée recrutement. Très recrutement au départ et pas encore sur une fonction RH très stratégique. Et au bout d'1 an, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer sur le poste de directrice des ressources humaines chez freelance.com. Voilà un petit peu mon histoire jusqu'à aujourd'hui. Globalement, comment est structurée ton équipe, les grandes lignes de la structure? Parce que quand tu passes de recrutement à DRH, tu as forcément un périmètre qui s'élargit. Bien sûr. Tu es toute seule? Comment vous êtes organisée? Et puis, si tu peux en profiter juste pour nous expliquer ce que fait exactement freelance.com quand même. Bien sûr. Alors, freelance.com, c'est une société qui fait du TAS. Donc, ça ne va pas te parler forcément. Donc, j'ai donné un petit peu plus d'informations. Le TAS, c'est le Talent as a Service. Donc, l'idée, c'est de connecter les talents, peu importe d'où viennent ces talents, avec nos grands comptes, les grandes entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, ces talents, on va les chercher là où ils sont. Donc, ça peut être des freelances, nos partenaires, ça peut être des TPE, PME. Et l'idée, c'est de connecter du coup ces talents à nos grandes entreprises et de sécuriser du coup cette relation. Voilà globalement ce que fait freelance.com. On est basé en France, en Suisse. On a aussi plusieurs régions en France. Et sur tout type de métier ou vous êtes focalisé sur des métiers spécifiques? Alors, tout type de métier, mais principalement IT. D'accord, avec un focus IT important. Exactement. Donc voilà, globalement. Et donc pour l'équipe RH, on est une dizaine de personnes au sein de l'équipe. Après, c'est un service assez classique dans le sens où tu as le service administration du personnel, le service recrutement, le service formation. La petite singularité, on va dire, de ce service, c'est qu'on a un pôle culture, du coup, qui est piloté par notre Chief Happiness Officer. Et l'idée, c'est vraiment du coup, de construire la culture du groupe et aussi toute la partie QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail. C'est quelles sont les actions que je dois mettre en place pour favoriser le bien-être des collaborateurs, travailler sur la rétention de nos talents, le développement de nos talents. Et on a aussi, du coup, le pôle formation qui est piloté par notre responsable formation. D'accord. Donc, c'est une belle petite équipe, dizaine de personnes. Exactement. Pour 380 personnes. 380 personnes. Donc, le ratio est plutôt assez chouette. Oui, plutôt. Et c'est ce qui nous permet justement de pouvoir mettre en place pas mal d'actions à destination des collaborateurs. Et ce qui est intéressant aussi dans ce service, et c'est pour ça que je te dis que la PME, pour moi, c'est hyper intéressant, c'est que tu n'as pas des services qui sont cloisonnés avec un service recrutement qui va travailler sur ces sujets, un service formation qui va travailler sur ces sujets. Là, on travaille tous ensemble sur des sujets, c'est-à-dire que chacun a son expertise. Et à côté de ça, on a les gros projets RH Group. On va travailler tous ensemble et chacun, avec son expertise, va pouvoir apporter un œil nouveau et une manière d'analyser les enjeux qui est complètement différente que si tu avais été cloisonné dans un service sans forcément avoir conscience de ce que fait le service. Qu'est-ce qui te passionne encore aujourd'hui dans la fonction RH au sens large? En fait, cette question, je vais y répondre de 2 manières parce que qu'est-ce qui me passionne chez freelance.com dans la fonction RH et il y a aussi qu'est-ce qui me passionne dans ce métier. La première, ce que je te dirais, c'est que ce qui fait que j'aime freelance.com et que j'y suis et que c'est intéressant pour moi, c'est que tu as une certaine liberté qui fait que tu peux proposer des choses, tu peux mettre en place des choses avec du coup un responsable qui est à l'écoute justement de ce que tu veux mettre en place et qui t'accompagne justement dans ces actions-là et qui va justement aussi appuyer un peu ta parole. C'est pas forcément ce que tu vas retrouver dans tous les environnements et chez freelance.com, tu as cette chance de pouvoir du coup t'éclater entre guillemets, si vous dire les choses comme elles sont. Donc ça, c'est ce qui fait que j'adore mon métier et qui fait que j'aime travailler chez freelance.com. Au niveau du côté plus opérationnel de mon poste, ce qui me passionne surtout, c'est le fait, ce que je te disais, ce qui m'avait manqué justement en cabinet de recrutement, c'est que tu accompagnes vraiment les collaborateurs de A à Z. Ce qui est surtout très intéressant, c'est quand tu les vois rentrer dans la boîte et via toutes les actions que tu vas mettre en place, tu vas voir leur développement au sein de l'entreprise et voir leur évolution tout au fur et à mesure, tu vois, des années. Toi, tu es membre du COMEX.
Oui. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, tes dirigeants, tes dirigeantes, je ne sais pas comment vous organisez, mais en tout cas, Oui. On considère que la fonction RH a toute sa place. Oui. Comment est-ce que toi, tu réagis quand tu rencontres un collègue, un père, une paire RH, des RH peut-être même, Ouais. et qui n'est pas au CODIR, au COMEX, qui est rattaché qui des fois N-2. Ouais. Est-ce que ça te choque encore ce genre d'organisation? Alors, c'est pas que ça me choque, mais je trouve que c'est dommage parce que du coup, on laisse pas la place qu'il faut au service ressources humaines au niveau stratégie, au niveau direction. Parce que ce que j'essaie de mettre en place, moi, au niveau de la stratégie RH, c'est ce que je dis souvent, d'ailleurs, dès que je suis amenée à prendre la parole, c'est que nous, notre stratégie, elle se nourrit du retour des collaborateurs. On est supposé servir un peu ce que souhaitent les collaborateurs et c'est en fonction de ça qu'on adapte nos stratégies RH. Et j'ai vraiment poussé justement cette pensée-là dans le sens où, par exemple, nous, on va réaliser des sondages, ce qu'on appelle des sondages bien-être dans l'entreprise. On pourra en faire un par an en disant, voilà, on vous a écouté, derrière, on met en place des actions. Pour le coup, nous, au niveau de ces sondages, on va vraiment les décortiquer pour comprendre un peu quelles sont les actions à mettre en place et travailler derrière sur une stratégie qui répond un peu à cela. Et du coup, tu vois, par exemple, nous, chez Freelance.com, ce qu'on a mis en place, c'est 2 sondages par an. On a un en début d'année et un en fin d'année pour voir entre-temps, nous laisser le temps de mettre en place des actions en fonction de ces retours-là et voir un peu le ressenti des collaborateurs suite à ces actions qui ont été mises en place. Et du coup, mettre la fonction RH au sein du COMEX, c'est hyper important parce que c'est là où tu vas pouvoir remonter tous les retours des collaborateurs, qui va avoir un impact sur la stratégie qui va être décidée par la suite, tu vois. Donc c'est pour ça que je dirais plutôt que ça me choque pas, je trouve que c'est dommage et ça voudrait dire du coup qu'on comprend pas forcément quel est l'impact que peut avoir derrière une stratégie RH et du coup un DRH dans une boîte. Alors quand on avait préparé il y a quelques semaines cet échange, on avait échangé assez peu de temps, mais tu m'as parlé d'un sujet quand même assez majeur. Ouais. C'est que Freelance.com a grandi aussi, pas sûr par sa croissance organique, par des gains de part de marché, par du business, etc., mais aussi par des croissances externes. Est-ce que tu peux, sans nous raconter toutes les croissances externes, parce que ce n'est pas l'objectif, mais surtout, comment toi, est-ce que tu abordes ce sujet en tant que DRH quand tes dirigeants te disent hop, on a racheté Tartampion qui arrive avec 30, 40, 50 personnes, j'en sais rien, peut-être dans d'autres pays ou dans d'autres régions de France, et il faut que tu t'en occupes. Voilà. Ouais. Comment est-ce que vous fonctionnez et comment toi tu t'organises quand ça arrive? Maintenant, j'ai un peu l'habitude de ça, on va dire, à la différence de la première fois. Ouais. Voilà, exactement. Okay. C'est vrai que comme tu l'as dit, du coup, c'est un groupe qui est en forte croissance. Donc, en plus de la croissance organique, on fait beaucoup de croissance externe via le rachat de plusieurs sociétés. Et notamment, ces derniers temps, il y en a eu pas mal. Donc, c'est pour ça que je te dis maintenant, c'est un peu une habitude. L'idée, ce dont on s'est rendu compte, je pense que le premier achat, ça a été compliqué parce que forcément, tu as un sentiment... Ça peut stresser le premier quand même. Ça peut stresser parce que du coup, tu récupères une entreprise avec ses salariés qui ont leur propre manière de travailler, leur propre culture, notamment quand tu rachètes par exemple une boîte, Helvetic Payroll, qui est basée en Suisse, où c'est forcément une culture suisse qui est différente de la culture française. Donc forcément, tu te poses beaucoup de questions et tu te dis comment je vais être capable de pouvoir faire en sorte qu'ils se sentent appartenir au groupe. Donc c'est beaucoup de challenges où tu te poses et tu essaies de réfléchir à comment aborder la chose. Je pense que la première chose à faire, c'est pas d'y aller en se disant faut que j'impose la culture du groupe, parce que c'est le meilleur moyen de se planter et du coup d'avoir des salariés qui vont forcément se braquer en disant on nous écoute pas, nous on est quand même on travaille dans notre boîte depuis des années, on a notre manière de travailler qui fonctionne plutôt bien. Si vous les avez rachetés, que c'est plutôt des gens qui bossent bien. Exactement. Donc je pense que la première erreur à faire, ce serait de se dire voilà, maintenant vous êtes dans le groupe et vous faites comme ça et point barre. C'est le conseil que je donnerais, et c'est le plus simple par rapport à ça, c'est d'écouter les gens. D'aller voir, notamment moi en tant que DRH, de se déplacer, tu vois, par exemple par rapport à cette filiale qui est basée en Suisse, de se déplacer en Suisse, d'échanger avec les gens, de s'intéresser à leur métier, à ce qu'ils font, en quoi justement on trouve des similitudes avec la manière de travailler en France, et c'est le premier moyen qui t'aidera justement à créer des liens. Donc voilà, pas imposer la culture du groupe, mais aller échanger, comprendre quelles sont les problématiques, les manières de travailler, leur montrer qu'ils sont soutenus, que justement le fait d'appartenir à un groupe, c'est du plus pour eux, parce
parce que ça leur permettra de se développer encore plus. Et c'est là où justement la stratégie RH qui est mise en place, elle peut servir justement cette intégration, dans le sens où moi, le premier levier que j'ai utilisé, c'était la mobilité interne. Parce que j'étais la première qui a été concernée par le sujet. Et je me suis dit, même si tu regardes, quand tu fais de la croissance externe avec différentes entreprises, ce qui va surtout être impactant pour eux, ce qui va leur parler, c'est de se dire, j'intègre un groupe où la mobilité interne est hyper importante et je sais qu'en intégrant ce groupe, je vais pouvoir me développer parce que c'est la stratégie de base qui est mise en avant et sur laquelle on communique beaucoup. Et d'ailleurs, ça s'est bien démontré parce que justement, aujourd'hui, vraiment, la mobilité interne, c'est une des priorités du groupe et c'est ce qu'on met en avant et c'est ce qu'apprécient aujourd'hui les collaborateurs. Donc voilà, aller échanger avec les collaborateurs, comprendre leur manière de travailler, de fonctionner, s'adapter aussi à leur manière de travailler qui a marché parce que, comme tu l'as dit, si on les rachète, c'est justement parce que ça marche plutôt bien et de faire en sorte qu'il y ait vraiment du lien au quotidien. Et c'est d'autant plus compliqué quand tu rachètes une boîte qui est basée dans un autre pays où tu n'as pas forcément des relations tous les jours comme tu l'aurais avec des collaborateurs quand ils sont basés au siège, à la Défense. Donc vraiment essayer de construire ce lien et de toujours leur rappeler que peu importe ce qui va être mis en place, ils sont également concernés. Est-ce que dans les sociétés que ton groupe a racheté, il y avait la fonction RH ? Est-ce que du coup, il n'y a jamais eu la fonction RH ? Il y avait la fonction RH, mais à un petit niveau. Okay. Pas aussi stratégique qu'elle est en rejoignant notre groupe. Et c'est vrai que parfois, là-dedans, ils peuvent y trouver du plus et du moins. Et oui. Parce que le plus, c'est de se dire, s'il y a une vraie fonction RH stratégique, c'est qu'il y a vraiment un plan qui est pensé pour nous accompagner au quotidien, pour nous permettre de développer nos compétences. Et le moins, c'est de se dire, avant, on pouvait faire les choses plus facilement. Il n'y avait pas tous ces process qu'on doit valider. Parce que forcément, nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte de tourner en rond que sont la RH. Exactement. Ouais. Et nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait une vraie équité. Donc, pour qu'il y ait une équité, tu es obligé de mettre en place des process à suivre concernant différents sujets. Ce que tu n'as pas quand tu es dans une petite structure où il n'y a pas une fonction RH qui est très poussée, où tu te dis, moi, si je veux faire une semaine de télétravail parce que je peux le faire, il y a juste mon boss qui me dit oui et tout va bien. Aujourd'hui, quand tu intègres un groupe, tu te dis, avant de dire oui à ce genre de demande, il faut que je m'assure que ce soit la règle parce qu'il y a peut-être un accord. Voilà, il y a un accord. Il faut que tu t'assures qu'il y ait une équité. Si je dis oui à telle personne, je devrais dire oui à d'autres personnes. Enfin, tu vois, il y a tous ces enjeux qu'ils n'avaient pas avant. Et parfois, je peux comprendre que pour eux, tu vois, ça peut être assez lourd. Et c'est là où, comme je te disais, le fait de créer du lien, d'aller les voir, de communiquer, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on met en place certaines choses, c'est ce qui va aider à faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer, qu'on puisse créer derrière une culture commune. C'est intéressant, tu parles de l'exemple d'une entreprise suisse que vous avez rachetée. Il y a aussi bien sûr des différences juridiques, exactement. Etc. Est-ce que tu penses que le sujet est plus difficile en termes culturels qu'en termes techniques ? Est-ce que pour toi la technique, c'est un sujet, la législation, le code du travail suisse, etc. Mais ça, j'imagine on peut se faire accompagner, il y a des avocats, il y a des sociétés spécialisées. Et ça, c'est un sujet, mais c'est un sujet technique qui est peut-être moins important que le sujet culturel pour toi ? Pour moi, le sujet culturel est plus important parce que le sujet technique, et notamment en Suisse, c'est la règle, elle est comme ça, et point barre, on l'applique. Et pour eux, vu que c'est la règle, il n'y a pas de débat. Le sujet culturel, c'est différent parce que plus facilement, quand tu auras une manière de travailler qui est différente, une culture aussi qui est différente, de faire en sorte que ton interlocuteur accepte cette différence en sachant que lui a eu sa manière de travailler depuis des années, il a eu ses habitudes, là, c'est plus compliqué. Et la manière d'aborder les choses est différente. Ok, très clair. Est-ce que vous avez racheté d'autres sociétés dans d'autres pays ? Est-ce que tu t'es rendu compte peut-être de différences culturelles fortes et qui ont nécessité peut-être plus de travail que la moyenne de ce que tu fais d'habitude ? Non, pour le coup, la seule entreprise qu'on a rachetée, c'est donc celle qui est basée en Suisse. En dehors, ça s'est basé surtout en France. En France. Voilà. Tu as des différences quand même culturelles en France. Oui, mais bien sûr, clairement. Ouais. Oui, il y a des différences culturelles et c'est là. Et en fait, c'est même pas tant des différences culturelles, c'est plus, tu vois, des habitudes qui sont prises parce que chaque entreprise a sa manière de travailler, a ses habitudes. Et quand tu rachètes une entreprise avec ses habitudes qui doit s'intégrer à une entreprise qui a d'autres manières de travailler, d'autres habitudes, c'est là où il y a la complexité. C'est plus la peur de l'inconnu, la peur du changement. Et c'est surtout de cette manière-là qu'il faut l'aborder quand tu rachètes une entreprise en France. Et c'est pour ça que l'un des premiers leviers que j'ai utilisé, c'est la formation management.
Okay. Où du coup, on s'est dit, là, on va avoir des managers qui vont gérer différentes équipes, certaines équipes qui viennent justement de ces rachats avec des manières de travailler qui sont différentes. Il faut pouvoir être capable de les former au changement. Comment est-ce qu'on gère une équipe dans un environnement qui est en changement avec des profils qui viennent d'environnements hyper différents. Et ça, c'est quelque chose qui a hyper bien marché parce qu'on a fait vraiment attention à ce que la formation qu'on allait choisir dans les thématiques, il y avait justement tout ce qui est transfo, culture différente, tu vois, tous ces sujets-là, pour que le manager soit capable de pouvoir accompagner au mieux l'équipe qu'il allait gérer du coup. Et concrètement, ces managers, comment est-ce que tu les as embarqués dans une formation? Mais une formation, c'est chouette, etc. Mais c'est quel type de formation? Est-ce que c'est du présentiel? Est-ce que c'est du micro-learning, par exemple, comme on le voit aujourd'hui? Comment est-ce que vous fonctionnez pour embarquer tous ces managers qui, en plus, ne sont pas tous à la Défense, du coup? Non, ils ne sont pas tous à la Défense. Donc, c'est une formation en présentiel. La manière dont on a communiqué dessus, c'est que ce qu'on voulait, c'était avoir la formation management groupe freelance.com, donner tous les tips qu'il fallait pour les managers pour être capable de gérer toutes les situations. Donc, toutes les situations, ça peut être des situations de conflit, des situations dans le contexte d'un rachat, comment du coup gérer une équipe qui a été managée d'une manière différente pendant plusieurs années. Et l'idée, c'était vraiment, et c'est pourquoi on a mis en place cette formation, c'est on vous aide au quotidien pour être capable de gérer justement vos équipes, vous donner les tips qu'il faut. Et cette formation, on a décidé de former tous les managers, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas basé sur uniquement les managers qui ont quelques difficultés au sein de leurs équipes ou les managers qui vont récupérer des équipes liées à des rachats. C'est vraiment tous les managers parce que parfois tu peux manager pendant plusieurs années et tu as besoin du coup de revoir un petit peu toutes les connaissances que tu as côté management. Tu t'es confronté à différentes situations pour lesquelles tu n'avais pas forcément les solutions. Donc, c'est un peu actualiser aussi ces connaissances en management. Donc, ça a été plutôt présenté comme étant la formation groupe management freelance.com et ça a été plutôt bien accueilli avec des retours positifs. Donc, c'est une belle réussite. Et alors, quand on est manager au sein de freelance.com, on manage une équipe qui est composée de collaborateurs en CDI et de collaborateurs qui peuvent eux-mêmes être indépendants? Principalement en CDI. Principalement en CDI. Voilà. Okay. Et parfois, en fonction du contexte, tu peux aussi avoir des indépendants dans l'équipe que tu vas manager. Ok. Alors ça, c'est une deuxième sous-question que j'avais. Ouais. Comment vous faites pour intégrer culturellement des personnes, des hommes et des femmes qui ont le statut d'indépendant et qui vont travailler, qui vont être quelque part rattachés à un manager avec toute la souplesse qu'il faut avoir parce que juridiquement, il faut faire attention à ces sujets-là et qui en plus vont travailler pour un client au bout du bout. Exactement. Ouais. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe dans le sens où forcément quand tu as dans tes équipes donc des personnes en CDI où tu sais la logique voudrait qu'on se dise la personne est en CDI, c'est qu'elle veut se projeter sur le long terme et donc je crée un parcours qui lui permet de pouvoir s'épanouir au sein du groupe. Quand tu as dans ton équipe plutôt des prestats, des freelances, la logique elle est différente parce que pour eux c'est quelle est la problématique sur le moment et je suis là pour pouvoir y répondre. Juste du coup par rapport à la question que tu m'as posée, les personnes qui vont travailler en prestat et en freelance managées par nos managers travaillent pas pour les clients, mais par rapport aux enjeux dans le groupe en interne. Oui, ok, d'accord. Donc, ils sont amenés à travailler pour nous et pas pour les clients. C'est en fonction de. Importante, c'est hyper important parce que là, l'idée c'est pas qu'ils soient qu'ils aillent chez le client, mais plutôt qu'ils travaillent sur certains enjeux, certaines problématiques qu'on a dans l'immédiat. On a besoin sur des projets en général. Voilà, et on a besoin d'avoir une flexibilité et d'avoir du coup ces compétences sur le moment. L'idée pour le manager, c'est de les accompagner comme tu accompagneras un profil en CDI, tout en gardant en tête que pour eux, leur manière de travailler, c'est de se dire il y a un enjeu, je dois y répondre sur le moment. Donc tous les sujets de mobilité interne, de je dois t'accompagner sur le long terme, c'est pas forcément ce qui va les intéresser, c'est plutôt voici quel est l'enjeu sur le moment et là où ta compétence pour moi elle est pertinente. Et du coup c'est là où on forme le manager pour qu'il puisse avoir un peu cette agilité, cette flexibilité dans son état d'esprit et dans la manière dont il va accompagner justement ces personnes-là dans son équipe. Il y a des personnes qui étaient en statut freelance qui, in fine, sont devenues collaboratrices en CDI au sein de freelance.com? Non, je crois pas. Ok. Oui, il peut y avoir une exception qui doit peut-être dater d'avant mon arrivée, mais là, de tête, j'en ai pas... Ok. Quelle place tu donnes à la communication interne aussi dans les périodes de rachat? Comment est-ce que vous gérez ces sujets-là par rapport aux collaborateurs et collaboratrices qui sont déjà dans le groupe
et puis ceux qui vont vous rejoindre dans quelques jours, quelques semaines? Ça aussi, c'est une très bonne question parce que c'est un sujet qui est hyper important. Nous, on a mis en place ce qu'on appelle des meetings FCOM. C'est des réunions à destination du groupe qu'on fait tous les 3 mois, donc gérées par le service ressources humaines, où l'idée, c'était justement, on met en avant tous les sujets RH du moment, tous les projets qu'on a lancés, toutes les actions qu'on va lancer. Et on s'est dit, c'est aussi le moment justement de pouvoir communiquer sur ces nouvelles équipes qui nous rejoignent. Et c'est ce qu'elles apprécient, parce que du coup, on garde un moment pendant ces meetings FCOM, lorsqu'on est dans une période de rachat, pour présenter ces nouveaux collaborateurs. Donc on garde un moment, on dit bienvenue à l'équipe Intel qui vient de nous rejoindre, voici les membres de cette équipe, et on les présente un peu au groupe. Et ça, c'est une manière de leur dire, on sait que vous êtes là, le groupe sait maintenant que vous êtes là, et on est content de vous avoir parmi nous. Mais juste ce petit point de communication, ne serait-ce que ça, je sais que c'est hyper bien apprécié de leur côté, parce qu'ils se disent, on n'est pas oublié, on pense à nous et on nous présente au sein du groupe comme faisant partie du groupe. Et ça, quand tu disais justement créer une culture groupe suite à des rachats, ne serait-ce que ce petit moment de communication est hyper important. Les entreprises que vous rachetez, du coup, deviennent freelance.com ou elles gardent leur ancienne marque, etc. Alors, vous les intégrez vraiment tout au bout? Est-ce que c'est des business units un peu indépendants? Alors, elles deviennent freelance.com dans le sens où elles sont gérées par le groupe. Les petites spécificités qu'on a, c'est notamment côté portage salarial, où là, on a racheté plusieurs sociétés. Et ces sociétés ont été rachetées parce qu'elles proposaient aussi des offres qui étaient complémentaires aux nôtres. Donc, du coup, elles gardent quand même, tu vois, leur identité quelque part. Leur identité, parce que justement, c'est ce qui a fait le plus et qui a fait qu'on a souhaité les racheter. Oui, donc là, ce serait même si on ne va pas rentrer dans un discours commercial, mais ce serait dommage de les dissoudre quelque part dans Exactement, l'idée, c'est pas du tout de les dissoudre, c'est de faire, ces offres sont complémentaires à celles qu'on a, et l'idée, c'est justement de faire en sorte d'harmoniser un petit peu toutes ces offres. Ok. J'ai envie qu'on revienne sur toi, sur ton rôle. T'es une bébé recrutement qui a évolué vers la fonction RH. D'ailleurs, c'est super intéressant parce qu'il y a des gens qui pensent que le recrutement ne fait pas partie de la fonction RH. Mais oui, je me bats tous les jours pour le rappeler, tu vois. Toi, tu as la preuve concrète que oui, en tout cas. Oui, exactement. Justement, comment est-ce que tu équilibres ton rôle aujourd'hui de DRH entre, quelque part, un business partner de la fonction et la partie gardienne du sens, gardienne de la culture? Comment est-ce que tu arrives à gérer les deux? C'est hyper intéressant ce que tu me dis, parce que même au sein, tu vois, de l'équipe RH, je leur dis toujours, je veux vraiment que vous soyez des business partners vis-à-vis des collaborateurs. C'est-à-dire qu'en plus du rôle classique de RH où tu vas faire de l'administration du personnel, où tu vas répondre aux demandes, je veux vraiment que vous soyez des conseillers vis-à-vis des collaborateurs, des managers. L'idée, c'est d'aller au-delà d'une fonction purement administrative. Donc moi, dans mon rôle, quand j'ai pris justement ce poste de DRH, j'ai fait en sorte de toujours garder un lien très proche avec les managers, les collaborateurs et les conseillers. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important que je sois aussi au COMEX, c'est que j'ai connaissance de toutes les organisations, de tous les enjeux, et je suis là en disant, je suis là aussi pour vous accompagner. Je connais les collaborateurs, je connais les enjeux au quotidien, et mon rôle à moi, c'est de vous accompagner, de vous appuyer, d'être un vrai business partner. C'est exactement, tu vois, l'énergie qu'on veut mettre en place au sein du service ressources humaines. Donc, ce volet-là, ça a été très simple, tu vois, de pouvoir y aller. Parce que c'est exactement comme ça que je vois la fonction RH. Et du coup, tu me disais pour la deuxième partie, le volet plutôt guide qui doit garder du sens, c'est ça? Oui, gardienne du sens, gardienne de la culture. Comment est-ce que tu arrives à concilier justement les deux pour que tout fonctionne? Pour moi, les deux sont en lien. Donc, ils sont assez complémentaires. Donc, c'est assez logique que l'un ne se fait pas sans l'autre. D'accord. Donc, ça s'est fait naturellement. Ok. Ouais. Et les personnes qui sont dans ton équipe, du coup, je sais pas si c'est toi qui les as choisis ou comment. Voilà. C'était quoi tes critères pour dire, OK, tu vas faire partie de l'équipe RH? C'est au-delà des compétences techniques, mais ce qui est vraiment important pour toi et qui fait la réussite pour être RH chez toi? Alors, je ne les ai pas tous choisis. Okay. J'ai récupéré une équipe existante. Okay. Quand tu as évolué? Voilà, c'est ça exactement. Quand j'ai évolué, donc l'équipe était déjà existante. Et c'est très bien parce que du coup, c'est aussi des anciens collègues en fait. Voilà, c'était mes anciens collègues, des personnes aussi qui sont arrivées avant moi, donc qui ont aussi tout l'historique du groupe, et c'est hyper important. L'idée, c'était vraiment, je pense que ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le groupe a grandi d'un coup. Donc ça a explosé, on arrive à 380 collaborateurs, on fait 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc
il fallait aussi que la fonction RH évolue aussi avec cette croissance qui est énorme. Et ce qui veut dire aussi qu'il fallait revoir aussi notre manière de travailler côté RH. C'est-à-dire que tu passais d'une fonction RH qui était assez administrative, où tu répondais aux besoins dans l'immédiat des collaborateurs, à une fonction RH qui est plus stratégique, où, comme je te disais, l'idée, c'était d'être business partner, tu vois, d'accompagner les collaborateurs. Et ça, du coup, tout le monde a pris... tout le monde a été emballé par le sujet. Et donc, même si c'était une équipe qui était déjà existante, c'est une équipe qui grandit, qui est assez flexible et qui a envie, justement, de développer la fonction RH. Donc, ça a été plutôt simple, du coup, à mettre en place. Ok, très, très, très clair. Là, si tu faisais un peu de recul par rapport à ces fusions, un peu en post-fusion, quels enseignements tu tirerais de tous ces changements, de cette gestion de changement humain? Ouais, alors, ce que je dirais, c'est que en général, on a tendance à dire... qu'est-ce que tu ne ferais pas, ou qu'est-ce que, au contraire, tu insisterais vraiment encore plus? Au-delà de l'écoute, qui est vraiment le mot important que tu as dit. Je sais que souvent, quand on entend le mot changement, le premier, second mot qui vient en tête, c'est peur. On a peur du changement et tout ça. Je dirais qu'il faut plutôt voir les choses différemment, dans le sens où le changement, c'est de la nouveauté, c'est de la nouveauté, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et ça ne peut être que bénéfique. Et bénéfique si justement on aborde bien le sujet. Donc, comme je te disais, le premier point, oui, c'est l'écoute. Mais au-delà de ça, c'est surtout ne pas vouloir imposer la culture du groupe à une nouvelle équipe qui a une manière de travailler qui est différente. C'est aussi derrière, et c'est ce sur quoi on est encore en train de travailler, parce qu'on est en plein, on vient juste de racheter les sociétés qui se sont intégrées chez nous, c'est comment, à partir de leur culture à eux, créer une culture qui est commune et qui soit un mélange de la culture du groupe de base et la culture, du coup, de ces nouvelles entreprises. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller avec un état d'esprit qui est ouvert, en se disant... ma propre culture, ce qu'on appelle la culture du groupe, peut être amenée à évoluer en fonction de la culture de l'entreprise que tu vas acheter, parce qu'il y a du bien et du moins bon partout. Donc les lignes peuvent bouger au fur et à mesure de l'histoire et je dirais de l'expansion de freelance.com. Exactement, c'est ça. Et même au niveau de la stratégie RH, pour te dire concrètement les choses, c'est qu'elle est amenée à bouger en permanence en fonction des retours des collaborateurs. Pour exemple, tu vois, j'avais lancé un nouveau système d'évaluation. À la suite du coup de ce lancement, sondage aux managers, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ce système d'évaluation correspond un peu à ce que vous souhaitiez? Et en fonction des retours, tu l'adaptes. Donc, on est toujours en phase de test. On lance, on voit ce que ça donne et on revient. Et au niveau de la culture, c'est exactement l'état d'esprit dans lequel on est, c'est ce qu'on veut mettre en place. C'est pour ça que je te disais, souvent quand on entend le mot changement, le premier mot qui vient après, c'est peur. Et là, l'idée, c'est plutôt de se dire, changement, ça peut être aussi de l'innovation, de la nouveauté, et permettre aussi de bouger un peu les lignes d'un côté comme de l'autre, tu vois. Et au-delà de la peur, est-ce que tu as le sentiment que ça peut-être... fatiguer, entre guillemets, certaines personnes? Ça peut, c'est normal. Et si oui, il ne faut pas rester dans une entreprise qui grandit, en fait. Oui, je pense que ça dépend. Oui, ça peut fatiguer, c'est normal, c'est humain. Après, ça dépendra aussi de l'état d'esprit du collaborateur. C'est-à-dire que t'en as qui vont le prendre hyper positivement en se disant, comme tu viens de le dire, voilà, ça grandit, c'est top, ça veut dire qu'on va loin et on a une croissance et c'est fou. Et puis, t'en as d'autres qui vont se dire, moi, j'aimais bien comme c'était, à cette petite taille. Et c'est normal, c'est humain. Et c'est pour ça que je te disais aussi au début de notre échange, de bien réfléchir à l'environnement dans lequel on souhaite évoluer, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir être épanoui. Est-ce que c'est plutôt start-up, PME, grand groupe? Est-ce que si je rejoins une PME, c'est une PME qui a l'ambition de grandir et d'avoir une forte croissance? Enfin, tu vois, tous ces enjeux-là, c'est hyper important du coup de bien prendre le temps de se poser avant du coup de décider de rejoindre une entreprise. Vous en parlez lors de... Je ne sais pas si vous avez des relations écoles ou du campus management. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Est-ce que vous en parlez, toi ou ta team, aux étudiants, aux étudiantes d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Du coup, comme je te disais, on a un pôle formation où l'idée, c'est de développer aussi des relations et de faire des partenariats avec les écoles. Et oui, effectivement, on en parle. Et notamment, quand j'étais encore en train de recruter pour freelance.com et que j'avais souvent, tu vois, des jeunes en entretien, que ce soit pour des alternances ou alors premier emploi après le diplôme, ce que je te disais justement tout à l'heure. Et ça, c'est le message aussi que je veux renvoyer. Et pour moi, c'est hyper important. Je sais qu'on a grandi avec cette culture du CDI en disant, dès que tu vas signer ton CDI, tu dois rester dans la boîte pendant 10-15 ans. C'est une sécurité, c'est ce qui te permettra par la suite de fonder une famille, tu vois.
tous ces sujets-là que tu connais aussi bien que moi. Ce que je dis aujourd'hui, et mon parcours aussi en a un exemple, c'est faut s'éclater. Faut arrêter, tu vois, de voir le travail comme il faut que je travaille, il faut que j'ai un CD, il faut que je sécurise. Non, il faut que je m'éclate au travail. Pour m'éclater au travail, il faut que je sache qu'est-ce qui me fait plaisir. Et pour ça, il faut découvrir différents environnements. Donc, faut pas avoir peur du CDD, d'être en freelance, tous ces différents types de contrats qui vont t'aider à pouvoir comprendre quel est l'environnement qui me va le mieux. Ça peut être la start-up, ça peut être la PME, ça peut être le grand groupe. Enfin, peu importe. Il faut vraiment, tu vois, essayer de se détendre sur le sujet et de se dire je suis là pour m'éclater, je veux trouver le poste qui me plaît dans l'environnement qui me plaît, et tant que j'aurai pas trouvé, je vais continuer tu vois, à découvrir différents environnements sans me bloquer forcément, tu vois, dans un CDI. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des RH ou des recruteurs pour qui effectivement des profils qui arrivent, des CV qui arrivent de personnes qui ont des statuts d'indépendants, qui veulent revenir dans le CDI? Moi j'en entends, j'en vois qui me disent oh là là, mais il a été indépendant. Bref, on est dans les clichés. Donc, il est immanageable, il veut plus de chef, etc. Vous êtes très ouvert sur ces sujets-là. Ouais. Quelle lecture tu donnerais à des recruteurs qui peuvent être bloqués sur des CV non linéaires, on va dire, en termes de statut? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant que la personne passe en indépendant, elle était forcément en entreprise, enfin souvent en entreprise, sous un statut salarié, et à développer des compétences hyper intéressantes qui lui ont permis justement de se dire il est temps pour moi de passer en indépendant. Donc il faudrait plutôt le voir comme quelque chose de positif, c'est se dire la personne a tellement été experte sur son sujet qu'elle s'est dit c'est le moment, tu vois, de passer en indépendant, et peut-être que pour X ou Y raison, à un moment donné, cette personne souhaite retourner en entreprise, ce qui ne veut pas dire que pendant ces périodes où elle a été en indépendant, elle n'a pas développé des compétences ou n'a pas été hyper carrée sur les projets qu'elle a gérés, qui sont finalement, tu vois, des soft skills qu'on recherche en entreprise. Faut pas confondre l'indépendant en se disant, il n'y a pas les normes qu'on retrouve en entreprise avec, tu vois, être hyper structuré, processé. Au contraire, ce qu'on se disait justement tout à l'heure, c'est que être en indépendant, ça demande beaucoup de rigueur, de travail sur soi pour amener ces sujets jusqu'au bout, être hyper rigoureux, tu vois, se motiver pour le matin se lever et se créer un cadre. Donc je pense qu'il faut essayer de lire le CV différemment et de se challenger un petit peu en se disant qu'est-ce qu'il y a derrière ce statut d'indépendant. Ouais, je pense que c'est un vrai sujet. Alors il y a des recruteurs qui sont en entreprise, des recruteurs en cabinet. Voilà, c'est des fois plus compliqué quand le client lui-même et peut être frileux. Tu l'as vécu probablement dans ta vie de recruteuse. Exactement. En cabinet. Parce que je comprends aussi ce qui rassure, c'est de se dire, quand j'ai un CV, le CV idéal où la personne est restée 10 ans dans l'entreprise, elle est plutôt stable et du coup, forcément, chez nous, elle va rester 10 ans et on n'aura pas cette crainte de, au bout de 3 ans, elle va partir. Sauf que maintenant, dans même des manières de recruter, il faut garder en tête qu'aujourd'hui, on a une population qui est assez volatile et au bout de 2-3 ans, tu as le turnover naturel où forcément, tu as envie de découvrir un nouvel environnement. Donc ça, il faut le garder en tête et essayer, tu vois, de voir un peu les choses différemment. Ok. Comment tu vois évoluer la fonction RH ou comment toi tu as envie de la voir évoluer dans cette fonction RH? Qu'est-ce qui va être important pour toi pour que tu continues à t'éclater tel que tu le fais aujourd'hui en tout cas? Moi, la manière dont Anissa, je vois la fonction RH, aussi, ma vision, pour moi, et c'est ce que je dis beaucoup en interne, c'est que je trouve que la vision RH, elle se construit avec les collaborateurs. C'est pour ça que quand je te disais au début, nous, quand on va lancer des sondages, on va vraiment décortiquer le retour concernant ces sondages parce qu'on construit la stratégie RH en fonction de ces retours. Et j'ai l'espoir que, tu vois, à terme, vraiment, quand on va se dire la fonction RH, c'est la stratégie RH notamment, elle est co-construite avec les collaborateurs. C'est un travail qui se fait ensemble pour répondre aux besoins des collaborateurs et forcément qui répond aussi à la stratégie de l'entreprise. Donc j'ai l'espoir, tu vois, que c'est ce que va devenir la fonction RH. Ok. Donc pas de regret d'avoir évolué du coup de la fonction recrutement vers la fonction pas RH généraliste, au contraire. Au contraire, c'est que du bonheur. Et plus ça va, plus tu vas devenir une DRH d'un grand groupe en fait. Ah, c'est possible, qui sait. Et je vais peut-être révolutionner l'environnement grand groupe, qui sait. Ok. Le temps tourne. Si tu pouvais donner un conseil à des jeunes RH qui nous écoutent aujourd'hui, soit qui sont en cours d'études ou qui cherchent leur premier emploi RH, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui dans ce monde où la fonction RH n'est pas toujours simple, où il y a beaucoup de sujets en parallèle, etc. Des jeunes qui veulent du coup se spécialiser en ressources humaines? Oui, ou qui sont en cours de formation. Sont en cours. Et qui vont arriver sur le marché de l'emploi
ces prochaines semaines ou ces prochains mois? Oui, ce que je leur dirais, moi je me rappelle, après je pense que ça a changé aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque on tenait absolument il fallait absolument se spécialiser, c'est-à-dire choisir une spécialisation, ça devait être le recrutement, soit le recrutement, soit la formation, soit la paye. Aujourd'hui, ce que je leur dirais principalement, c'est si jamais ils savent pas exactement dans quoi se spécialiser, c'est à partir de là qu'ils vont pouvoir comprendre quel est l'environnement qui est le plus intéressant pour eux. Si spontanément, dans leur tête, s'ils ne se disent pas je veux faire du recrutement ou je veux faire de la formation, c'est qu'ils sont faits pour la PME ou la start-up, dans le sens où tu vas toucher à tout. Et inversement, si spontanément, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire, c'est simple. Si c'est du recrutement, cabinet de recrutement, ce qu'il y a de plus formateur. Si c'est la paye, je pense que c'est vraiment la question qu'il faut se poser à la fin de ces études en ressources humaines pour comprendre où est-ce qu'on va pouvoir s'épanouir. Et comme je le dis depuis le début, l'erreur est humaine, il n'y a pas de sujet. Si demain, l'environnement dans lequel ils sont ne correspond pas à leurs attentes, ce sera un autre environnement. Et puis voilà. Ouais, oser de toute façon tester, oser regarder. C'est ça. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Faut oser, et toute expérience est bonne à prendre parce qu'on y développe des compétences qu'on va pouvoir réutiliser dans une autre entreprise. Donc voilà, il faut, comme tu l'as dit, il faut pas hésiter à oser. Oui, on n'est plus dans le monde où notre premier CDI va être notre CDI. Oui, et on va y rester à vie. Et puis, il faut surtout pas se planter. C'est plus du tout l'état d'esprit. Donc ça, il y a aucun problème. Ok. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle. Oui. Je n'ai pas prévu de questions là-dessus spécifiques. Donc, je ne sais pas du tout où tu en es. Est-ce que c'est un sujet que tu regardes, toi et tes équipes, pour l'IA dans les RH, j'entends? Oui. Est-ce que c'est un sujet que tu regardes? Est-ce que vous avez déjà commencé à mettre un peu les mains dans le cambouis? Comment vous vous positionnez aujourd'hui chez freelance.com là-dessus? Côté RH, côté freelance.com et côté RH, c'est différent. Côté freelance.com, forcément, il y a un enjeu IA. Je ne vais pas rentrer dedans. Côté RH, on est plus en phase de test. Le premier test qu'on lance, c'est plus côté recrutement, avec, essayer de faciliter un peu l'analyse des CV, tout en gardant forcément de l'humain derrière, parce qu'on sait que parfois, tu as une analyse des CV qui demande aussi une certaine expérience. Voilà. Donc, on est plutôt en phase de test, ou comment ça peut nous faciliter, au quotidien, certaines tâches comme l'analyse des CV ou les comptes rendus d'entretien, ce genre de choses. Mais on est vraiment, au tout début, vraiment en phase de test, quoi. Vous recevez beaucoup de candidatures, vous faites beaucoup plus de chasse par rapport à vos besoins? Ça dépend les profils. D'accord. Okay. C'est classique, tu vas avoir les profils comme le marketing où là tu auras énormément d'entrants, et puis tu auras d'autres profils comme des commerciaux, ce genre de choses où là on est plus sur de la chasse, ou même côté IT où là c'est vraiment de la chasse. Donc ça dépend vraiment du besoin. Ouais, même dans un monde où le recrutement a un peu rebasculé en faveur des employeurs depuis quelques mois, ça reste difficile dans certains métiers quand même. Oui, toujours. Oui, parce que c'est surtout sur les postes pour lesquels les collaborateurs sont très sollicités. Donc l'IT, le commerce, ça ne change pas. C'est les profils où tu vas devoir chasser. Oui, j'imagine en plus à la Défense, exactement. Il y a 50 boîtes à côté qui recrutent. C'est ça, exactement. Donc, c'est l'avantage et les inconvénients d'être dans venez à Rennes, freelance.com. Et puis des fois, j'ai souvent entendu quand tu reçois un candidat en entretien, oui, j'ai un second entretien dans la boîte juste à côté ou même dans la même tour, tu vois. Ah, sympa. Et là, tu dis, ah oui, donc la concurrence est très proche. Elle est vraiment à côté, faut racheter la boîte à côté. Pourquoi pas, hein. Comme ça résout le problème. Le temps tourne, Anissa. Est-ce qu'il y a une question, un sujet que je t'ai pas posé, une question que je t'ai pas posée dont tu aurais aimé parler? Ou est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait le tour? Je pense que j'ai le sentiment qu'on a bien fait le tour. Je t'ai envoyé mes petites questions finales. Je ne sais pas si tu as eu le temps de les préparer ou pas, on n'a pas répété. Sur une courte anecdote pro que tu n'as encore jamais raconté, quelque chose qui t'est arrivé dans ta vie de RH, que ce soit ici ou ailleurs d'ailleurs, et qui t'a surprise, qui t'a peut-être fait avancer aussi dans ta vision du métier? Alors, surprise dans le bon sens, je vais dire chez freelance.com. Pourquoi? Parce que même encore aujourd'hui, j'ai conscience de la chance que j'ai eue de pouvoir évoluer aussi rapidement sur un poste de DRH. Et ça, forcément, je le dois à mon management. Mais même aujourd'hui, je me dis... On ne se connaît pas, mais tu le dois aussi à toi. Oui, à moi aussi. Mais c'est aussi important, d'avoir un manager qui reconnaît un peu tes compétences et qui s'est dit, elle a les capacités pour pouvoir évoluer sur le poste de DRH. Et ça, encore aujourd'hui, pour moi, des fois, je me dis, c'est vrai que j'ai quand même eu cette chance-là, au bout d'un an, d'avoir eu quelqu'un qui a
qui s'est dit je vais parier sur elle et je pense qu'elle va y arriver. Et tu vois, ça, avant d'intégrer freelance.com, je pensais pas que ça pouvait être possible aussi rapidement. Et c'est vrai que des fois, oui, même quand j'y repense, je me dis, voilà, je suis vraiment reconnaissante, tu vois, d'avoir eu cette chance. C'est vrai que tu as raison, parce qu'il aurait pu avoir un réflexe facile de se dire, il me faut un ou une DRH qui a 25 ans d'expérience, je passe une annonce ou je prends un cabinet, peu importe, et puis je vais trouver de toute façon. Exactement. Donc, c'est ça, exactement. Et puis ça rentre aussi dans la stratégie aujourd'hui qui est de, on veut identifier qui sont nos talents, qui sont nos profils évolutifs et essayer de les nourrir un maximum parce que justement on veut qu'ils restent, et d'en avoir été entre guillemets le premier cobaye, je trouve ça, tu vois, encore aujourd'hui, je te dis, je suis hyper contente de ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast, des collègues RH que tu aimerais entendre? Oui, alors moi, il y a une personne que je suis sur LinkedIn que je trouve hyper intéressante et son contenu est juste exceptionnel. Et d'ailleurs, même pour les actualités RH, je me base beaucoup sur ce qu'elle fait. Et j'ai même suivi sa formation pour te dire. Je ne sais pas si tu connais Cécile Derouin. Bien sûr. Ouais, okay. Donc juriste en droit social qui du coup a créé son organisme de formation. Oui. Je la trouve top. Okay. Je trouve qu'elle a la bonne posture, même dans ses explications sur toutes les actualités RH, juridiques, tout est toujours hyper clair. Et si tu as l'occasion de l'interviewer, je pense que tu vas t'éclater parce qu'elle est incroyable. Ouais, je pense. Ouais. Mais effectivement, je suis assez d'accord. Moi, je n'ai pas suivi sa formation, etc. Mais je suis ce qu'elle fait sur LinkedIn et la qualité des posts qu'elle peut proposer avec des infographies qui sont incroyable. C'est tellement clair. Elle te simplifie des sujets hyper complexes, c'est incroyable. Ouais, non. En tout cas, excellent choix. Comment d'ailleurs tu fais ta veille professionnelle? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as des outils? Est-ce que tu plutôt newsletter, livre, podcast ou LinkedIn juste? Beaucoup LinkedIn. On a aussi des abonnements, mais c'est vrai que je vais beaucoup me baser aussi sur LinkedIn. Et après, forcément, je vais faire mes petites recherches à côté. T'es dans des réseaux professionnels aussi? Non, j'ai pas de réseau. Il faudrait que je m'y mette parce que je sais que j'en avais discuté aussi avec un collègue. L'opérationnel a pris le pas sur ça. Oui, c'est pas une volonté de l'entreprise, c'est plus toi qui as pas pris le temps de peut-être. Exactement, oui, c'est plus ça. Mais c'est pour ça que je te disais, justement, Cécile, tu vois, avec toutes ces actualités et le fait d'avoir suivi sa formation, ça te permet d'être à jour sur tous les sujets. Mais il faudrait que la veille, aujourd'hui, je la ferai principalement via LinkedIn et aussi un abonnement RH qu'on a de notre côté. D'accord. Si on a envie de te contacter, Anissa, comment on fait? Oui, sur LinkedIn. Tu réponds? Oui, donc généralement. Si le message est hyper pertinent et ça a suscité mon intérêt, je réponds. Si c'est pour te vendre des prestations, là pour le coup, tu dois en recevoir tellement déjà. Je serai un peu moins réactive. Un peu comme tout le monde, Anissa. Donc, pas de souci. Que tu sois DRH ou dirigeant, je peux t'assurer qu'il y a plein de gens qui veulent te tendre plein de choses dont tu n'as pas besoin. Exactement. Donc, en tout état de cause, Anissa, un grand merci. Merci à toi. Un grand merci de ta transparence, de ton sourire qui, j'espère, va s'entendre au micro, en tout cas au casque, pas au micro, mais au casque. Et moi, en tout cas, bluffé par, effectivement, en même temps, tu es une jeune DRH, mais ultra mature, avec un superbe parcours. Et je te souhaite une excellente continuation, en tout cas, dans ce métier. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt, Anissa. Merci. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.